Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette première journée de la santé mentale positive organisée par Unicité et la Fondation ARHM à Lyon. Alors moi, je m'appelle Thomas Ventalou, je suis médecin psychiatre et entrepreneur. Et de quoi on va parler ce soir? Eh bien, on va parler des comportements qui nous font vraiment du bien. Pendant longtemps, la santé mentale, c'était un sujet assez tabou, mais aujourd'hui, la parole se libère et on se rend compte que c'est une question importante qui touche chacun d'entre nous, que ce soit à un moment ou un autre de notre vie, et que ce soit directement ou indirectement. Alors, vous le savez sans doute, une bonne santé mentale, ça va au-delà de l'absence d'un trouble psychiatrique, hein. Ça représente plutôt une ressource dans laquelle on peut puiser pour faire face au stress de la vie quotidienne. Et ces ressources, il est possible de les développer, c'est-à-dire d'agir à l'échelle individuelle. Et pour savoir comment, eh ben, on va faire appel à Andrea Pereira, qui est avec nous ce soir. Andrea Pereira va nous expliquer comment agir sur ces déterminants qui nous sont propres. Donc Andrea, elle est chercheuse en santé mentale et en psychologie sociale, mais c'est aussi la responsable scientifique de l'association genevoise de promotion de la santé mentale, Minds. Donc elle va pouvoir aborder tous ces comportements avec vous pendant un peu moins d'une heure. On espère que ce webinaire, ce sera l'occasion pour vous d'apprendre le plus possible de choses sur ces pratiques et comportements qui peuvent nous aider à maintenir une bonne santé mentale. Alors, n'hésitez pas surtout pendant tout le live à nous interpeller via le chat. On tentera de répondre au plus de questions possibles pendant toute la durée de l'enregistrement. Voilà, alors sans plus attendre, je vous laisse en bonne compagnie. Andrea, la parole est à toi. Merci Thomas, merci beaucoup pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là avec nous ce soir pour cette présentation sur les comportements qui nous font vraiment du bien. Je vais partager mon écran, afin que vous puissiez voir mes slides. Et je vais commencer par une brève introduction sur l'association Minds, vraiment en quelques mots, et ensuite j'attaquerai vraiment le vif du sujet. Donc l'association Minds, elle promeut une vision de la santé mentale qui est une vision positive, qui s'inscrit directement en suite de tout ce dont a parlé Thomas. Et ça passe notamment par une communication qui est déculpabilisante et non stigmatisante autour de la santé mentale. On se positionne, nous aussi, vraiment en amont de la maladie. Donc, la santé mentale, ce n'est pas simplement l'absence de troubles, mais c'est bien cette ressource pour vivre une vie épanouissante. Et donc, pour favoriser cette vision-là, on informe et on agit sur les facteurs qui influencent la santé mentale et notamment sur les facteurs qui favorisent une bonne santé mentale. Et une particularité de l'association Mind, c'est qu'on défend vraiment une vision evidence-based de toutes nos activités. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on promeut, tout ce qu'on défend est fondé sur des faits probants, sur des faits scientifiques. Et ça nous, d'une part, ça nous permet de garantir l'efficacité de nos activités, mais également de contribuer à promouvoir une vision commune de la promotion de la santé mentale. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cette présentation. Je vais vous parler en fait d'un projet de recherche que nous avons mené pour comprendre quels sont les comportements qui nous font vraiment du bien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander à tous et à toutes de contribuer également. Je vais vous demander d'indiquer dans le chat vous-même. Vous pouvez choisir l'une de ces deux phrases. Je me sens bien quand je fais ou ma santé mentale va bien quand. Voilà, si vous voulez bien prendre 30 secondes, une minute pour indiquer dans le chat quand est-ce que vous allez bien. Alors, on a des personnes qui se sentent bien quand elles font du sport, quand elles dansent, quand on passe du temps avec les amis, quand on fait de la rando, quand on échange avec d'autres personnes, quand on fait de la marche, quand je suis occupée, du soleil, je jardine, je randonne,
Super, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos contributions. Quand on fait des activités récréatives, avec la plongée sous-marine, quand on médite régulièrement, le yoga, l'activité physique. Super, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos contributions. Et ce qu'on voit ici, c'est toute une série de comportements qui font du bien. C'est des choses, des comportements qu'on peut adopter qui font du bien et qui s'organisent en fait, qui sont structurés de la façon dont je vais vous parler dans cette présentation. Donc cette présentation, comme je vous le disais, elle se base sur 2 années de recherche qu'on a réalisées à Minds dans le cadre d'un projet qui s'appelait Comprendre et améliorer la santé mentale et qui était composé d'un certain nombre d'étapes. Donc on a tout d'abord réalisé une recherche de la littérature scientifique sur les comportements qui sont favorables à une bonne santé mentale. Et puis on a récolté des données véritablement sur le sol genevois, donc à travers une enquête qualitative, des entretiens semi-structurés avec des professionnels du réseau, et puis 2 enquêtes quantitatives, de nouveau auprès de Genevois, où on a véritablement pris toute une série de mesures et qui nous permet de faire des liens statistiques entre toutes ces différentes mesures pour vérifier si ce qui est vrai dans la littérature scientifique au niveau mondial se retrouve véritablement dans notre population d'intérêt, qui est la population genevoise. Et le résultat de ces recherches, c'est qu'on peut comprendre, on peut structurer ces comportements promoteurs d'une bonne santé mentale en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est le self-care. Donc, c'est tous les comportements dont beaucoup de ceux que vous avez listés juste maintenant appartiennent à cette catégorie-là. C'est les comportements qu'on peut prendre soin de soi. Il y a la recherche d'aide. Donc, ça, c'est les comportements pour lesquels on fait appel à des ressources externes pour prendre soin de soi. Et finalement, le soutien social à autrui, qui est donc un petit peu le pendant de la recherche d'aide, c'est le fait de fournir de l'aide à d'autres personnes. Et ces comportements de soutien social à autrui, ils font du bien non seulement à la personne qui reçoit le soutien, mais également à la personne qui donne le soutien. C'est ça qui est intéressant avec ces comportements-là. Je vais bien évidemment vous en dire un peu plus que cette première vue d'ensemble. Donc, je vais passer en revue ces 3 catégories les unes après les autres. Donc, dans le self-care, on peut distinguer 4 types de self-care. Le self-care physique, le self-care psychologique ou émotionnel, le self-care social et finalement le self-care spirituel. Donc, en ce qui concerne le self-care physique, ce sont tous les comportements, toutes les actions qui comprennent un mouvement corporel. Ça peut être également les événements en lien avec prendre soin de son corps ou se connecter à son corps. Donc, c'est tous ces comportements-là qui permettent vraiment qui se focalisent au niveau du corps. Et pour donner quelques exemples, ces exemples ne sont pas du tout exhaustifs, c'est juste pour donner une idée de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de self-care physique. C'est tout ce qui est en lien avec l'activité physique, le fait de faire du sport, mais également le fait de s'alimenter sainement, le fait de maintenir une bonne hygiène du sommeil et le fait de se détendre, de se relaxer vraiment au niveau corporel. Ensuite, nous avons tous les comportements de self-care psychologique ou émotionnel. Et là, ce sont des comportements qui favorisent la gestion des contraintes de la vie, qui nous aident à mieux vivre le stress quotidien que l'on peut rencontrer au cours de la vie quotidienne et qui permettent de renforcer les émotions positives et tous les sentiments positifs qu'on peut vivre face à la vie. Pour donner quelques exemples, c'est toutes nos activités récréatives, nos activités de détente, plus d'ordre psychologique, toutes les activités qui favorisent la créativité. Par exemple, si on prend des cours de peinture ou des choses qui nous font ressortir un petit peu notre côté artistique. La pratique de la pleine conscience, donc de la méditation, de la mindfulness. Le fait de maintenir un équilibre dans la vie, donc si on a un équilibre entre les différents domaines de notre vie, donc par exemple le domaine professionnel, mais le domaine privé, le domaine familial, si ces domaines-là nous prennent la même énergie, alors on peut dire qu'on est dans un bon niveau d'équilibre au niveau de sa vie, alors que si tout d'un coup on a un de ces départements, un de ces domaines qui prend plus de place, alors on est en situation de déséquilibre. Donc, le fait de maintenir un équilibre, c'est également un comportement de self-care psychologique. La cohérence cardiaque, c'est donc une forme d'un exercice de respiration qui a également des bienfaits pour sa santé mentale. Et finalement, le fait de pratiquer la gratitude. Donc, par exemple, on peut noter à la fin de la journée 3 choses qui se sont produites dans la journée pour lesquelles on ressent de la gratitude. Ça, il y a des études qui montrent que ça fait du bien également.
Donc, de nouveau, ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais c'est pour illustrer un petit peu de quoi on parle quand on parle de self-care psychologique ou émotionnel. En ce qui concerne le self-care social, c'est tout ce qui vise au maintien et à la création de relations interpersonnelles positives, donc de créer des liens sociaux bienveillants, favorables autour de nous. Donc, c'est par exemple le fait d'appartenir à des groupes. Et ça peut être des groupes très structurés, comme des clubs de musique ou des clubs de sport, mais ça peut être également des groupes un peu moins définis ou structurés, comme nos amis d'enfance ou notre famille, auxquels on peut également avoir un fort sentiment d'appartenance. C'est toutes les activités de socialisation, donc simplement le fait de passer du temps avec des personnes qu'on apprécie, et toutes les interactions sociales positives qu'on peut avoir au cours de la journée. Si on a un échange bienveillant et favorable avec un collègue, eh ben, ça peut également faire du bien. Ça fait également partie du self-care social. Et finalement, on a le self-care spirituel. Donc là, ce sont les activités qui visent à la connexion, que ce soit avec le monde, avec la nature ou avec des forces supérieures si on a ces croyances-là. C'est toutes les activités en fait qui permettent de donner du sens à la vie ou de donner un but dans la vie. Et donc, pour donner des exemples, ça inclut bien évidemment la pratique religieuse, tout ce qui vise en fait à la recherche existentielle de sens ou de but à la vie, une fois de plus. Et les activités de mindfulness peuvent également peuvent également être comprises dans un sens spirituel pour certaines personnes. Donc ça, c'est tous les exemples que je vous ai donnés. Il y a des études qui montrent l'efficacité de ces comportements-là pour la santé mentale. Maintenant, toutes les études ne se valent pas et en fait, il existe différents niveaux de qualité de la recherche. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails de cette pyramide, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on se situe en haut de la pyramide et plus on est certain que ce comportement, il est véritablement favorable à la santé mentale, que le lien de causalité entre le comportement et la santé mentale, il est plus fortement établi. La littérature scientifique, elle est plus certaine que ce lien existe véritablement. Et donc, en ce qui concerne le self-care, eh bien, on voit déjà, on n'a rien qui se situe en bas de la pyramide, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tout se situe plutôt entre le milieu et le haut de la pyramide. Et donc, on voit qu'au niveau 4, on a tout ce qui a lien aux efforts de régulation émotionnelle et de ce maintien de l'équilibre dans la vie. Ensuite, quand on monte au niveau 3, on a ce qui est en lien avec l'alimentation, les exercices de cohérence cardiaque, le fait de pratiquer des hobbies, et puis tout ce qui a trait à la socialisation et aux groupes sociaux. Et enfin, au niveau 2 et 1, on a vraiment tout ce qui a plus trait au corps et à la spiritualité. Donc le sommeil, le yoga, la relaxation musculaire, la pleine conscience. Et puis tout en haut, on a l'exercice physique et la gratitude. Donc ça peut vous donner des idées. Si vous souhaitez adopter de nouveaux comportements, eh ben, ça peut être un indice pour vous guider sur lesquels choisir. Peut-être choisir plutôt ceux qui se trouvent en haut de la pyramide. Donc ça, c'était selon la littérature scientifique. Nous, on s'est demandé si c'était aussi vrai à Genève. Donc on a récolté des données sur 355 participants à qui on a demandé simplement au cours des 30 derniers jours, est-ce que vous avez adopté certains comportements de self-care? Et on a mesuré vraiment tous des comportements qui se situent dans chacun de ces sous-types, donc émotionnel, physique, social et spirituel. Et donc, sur le graphique qui va apparaître dans un instant, sur l'axe sur l'axe horizontal, vous avez l'adoption des comportements de self-care, donc de pas du tout à très fréquemment. Et puis, sur l'axe vertical, vous avez la santé mentale positive. Et là, c'est une mesure du bien-être émotionnel, psychologique et social. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'il y a un lien positif entre ces deux variables. Donc, les personnes qui ont le plus adopté des comportements de self-care au cours des 30 derniers jours sont en meilleure santé mentale que les personnes qui n'ont pas adopté, qui ont moins adopté de comportements de self-care. Et on voit que les 4 droites, pour chacun des types de self-care, elles sont très proches les unes des autres. Donc en fait, ces différents types de self-care, ils sont tout aussi efficaces pour promouvoir une bonne santé mentale, pour avoir un meilleur niveau de santé mentale. Et on s'est aussi intéressé à l'autre dimension de la santé mentale, qui est la dimension de souffrance mentale. Et donc, chez ces mêmes participants, on leur a demandé également, en plus de leur bien-être, on leur a demandé leur niveau de souffrance mentale. Et là, ce qu'on observe, c'est un lien exactement inverse.
Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que les personnes qui ont le plus adopté des comportements de self-care, c'est aussi les personnes qui rapportent le moins de souffrance mentale. Donc, il y a un lien négatif entre l'adoption de comportements de self-care et la souffrance mentale. Donc, il semble que le fait d'adopter des comportements de self-care, non seulement ça favorise notre bien-être, mais en plus, ça nous permet de diminuer la souffrance. Donc, ces comportements, ils agissent véritablement sur ces deux dimensions de la santé mentale, ce qui les rend particulièrement intéressants. Dans une autre étude, auprès d'autres participants, on leur a également demandé spontanément comme ça, comment est-ce que vous prenez soin de vous? Quel comportement est-ce que vous adoptez? Un petit peu comme je vous ai demandé au début de cette présentation. Et ce qu'on voit, c'est que quand on demande aux personnes comme ça spontanément comment est-ce qu'elles prennent soin d'elles, eh bien, dans la vaste majeure partie du temps, presque la moitié en fait, de ces comportements sont de type de self-care émotionnel. Donc, quand les gens réfléchissent à comment est-ce que je prends soin de moi, ils pensent spontanément surtout à des comportements de type émotionnel, également quelques comportements de self-care physique, mais très peu finalement de comportements de self-care social et surtout de self-care spirituel. Donc ça, c'est des comportements qui mériteraient en fait à être promus et à être adoptés par les personnes. Peut-être qu'elles n'ont pas conscience du fait que ces comportements-là peuvent également favoriser leur santé mentale. Et peut-être qu'elles mériteraient de le savoir pour être en mesure de plus les adopter et ainsi de favoriser encore plus leur santé mentale. Et j'arrive au terme de cette première partie sur le self-care et voir s'il y avait des réactions ou des questions à ce moment-là. Alors oui, on a une petite question. Je vais me permettre une petite anecdote personnelle avant de te la poser, Andrea. Alors moi, je travaille en prison et c'est vrai que tous ces outils de self-care sont beaucoup utilisés par les détenus, même s'ils ne savent pas forcément que c'est des outils de self-care. En tout cas, on voit que c'est utilisé naturellement par beaucoup de personnes. L'activité physique, énormément. Alors le contact avec la nature, on ne l'a pas trop, mais le fait de sortir, de s'aérer, en tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Et en pratique, la cohérence cardiaque et la respiration lente, c'est aussi des outils qui sont, alors je dis ça de manière empirique, mais souvent adoptés par bon nombre de patients. Voilà pour la petite anecdote. Et effectivement, on a eu une question dans le chat. Caroline demande comment est mesuré dans l'étude dont tu as parlé avec l'axe des abscissés ordonnés le degré de souffrance ou de santé mentale? Est-ce que c'était des auto-évaluations ou non? Ouais. Oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, c'est tout à fait auto-rapporté. Donc, c'est les personnes elles-mêmes qui ont rapporté leur niveau de bien-être et leur niveau de souffrance. Ce sont des échelles standardisées en fait, qu'on a utilisées, qui existent, qui sont utilisées, qui sont validées en fait, scientifiquement par d'autres chercheurs bien avant nous. Et en fait, c'est notamment cette échelle de souffrance qu'on a utilisée, qui s'appelle la K6, pour ceux qui s'intéressent, donc Kessler 6, parce qu'elle a 6 items. Et en fait, elle a été démontré qu'elle prédit très très bien des épisodes de troubles psychiatriques dans le futur. Donc c'est vraiment une mesure qui est valide pour prédire en fait à quel point, non pas à quel point quand les gens souffrent maintenant, mais aussi à quel point ils risquent de souffrir dans le futur. Et pour l'échelle de santé mentale, c'est une échelle qui s'appelle Mental Health Continuum Short Scale, qui est une échelle qui a été proposée par un chercheur canadien qui mesure ces 3 niveaux de bien-être et qui est également validée scientifiquement. Ah, c'est une bonne question. Merci Andrea pour la réponse. Il y a une deuxième question qui vient d'arriver. Comment vous expliquez que toutes les méthodes de self-care se valent finalement et qu'elles ont des effets comparables? Ah, c'est une bonne question. Je pense que bon, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces échelles de self-care, quand même, elles corrèlent pas mal entre elles. Donc, il y a pas mal aussi le fait que les personnes qui adoptent certains comportements de self-care, elles sont aussi plus susceptibles d'adopter d'autres comportements de self-care. Donc, finalement, c'est vrai que c'est peut-être des personnes qui prennent mieux soin d'elles dans leur ensemble et du coup, elles ont tendance à adopter un petit peu tous les types de self-care. Ce serait intéressant, évidemment, d'avoir des études expérimentales où on manipule vraiment l'adoption de certains comportements pour voir si les effets peuvent se différencier entre les différents types de self-care. Mais là, ça devient un petit peu technique. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question avant de passer à la prochaine rubrique, Andrea.
C'est toi qui sais faire le timing. Moi, ouais, je pense que oui. Très volontiers, en tout cas, pour ma part. Alors, il y a Jean-Philippe qui nous pose une dernière question. Le self-care social et spirituel sont moins spontanés parce que l'on n'y pense pas, ou bien ils sont moins spontanés parce que moins spontanément associés au bien-être, pardon. Ça, c'est vrai qu'avec les données que j'ai là, je peux pas distinguer les deux, en fait. Donc, c'est tout à fait possible que les gens simplement n'y pensent pas. Quand on parle de self-care, les gens n'y pensent pas. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour compléter, donc dans cette étude-là, je ne peux pas le distinguer, mais dans l'autre étude, on a vraiment mesuré l'adoption. Et puis, en fait, ce qu'on remarque quand on leur donne des exemples de comportements et qu'on leur demande dans quelle mesure vous avez adopté ces comportements-là au cours des 30 derniers jours, les comportements qui sont rapportés le plus fréquemment, c'est les comportements de type social. Donc, on voit que les gens, peut-être qu'ils n'y pensent pas spontanément, mais en fait, ils le font quand même. Par contre, les comportements de type spirituel, là, on avait une adoption qui était assez basse. Donc là, c'est vraiment ceux-là qui mériteraient le plus d'être promus. Ouais, je te rejoins, Andrea, et c'est vrai qu'en pratique, le côté social et même spirituel, ça dépend en fait dans quelle culture on se situe et à quel endroit on travaille, mais c'est quand même des choses qui sont... Mais c'est vrai, il faut donner des exemples, mais c'est quelque chose qui ressort souvent de la part des patients. Merci pour ta réponse. Je te propose qu'on passe au deuxième chapitre. Très volontiers. Donc, je vais vous parler, et merci à tout le monde pour vos questions, ça sont vraiment intéressantes. Donc, la recherche d'aide, comme je vous le disais, c'est le fait de faire appel à des ressources externes pour nous aider quand on fait face à un problème personnel ou émotionnel. Et on peut distinguer 4 sources d'aide. Donc, il y a l'aide qu'on a appelée auto-assistance, c'est self-help en anglais, ça sonne toujours un peu mieux qu'en français. Donc là, c'est le fait de faire appel à des ressources qui ne sont pas des personnes, mais qui sont véritablement des ressources matérielles, donc des livres, Internet, etc. Il y a ensuite les sources informelles, qui sont le cercle proche, et finalement les sources formelles et semi-formelles, qui sont des professionnels. Donc, de nouveau, je vais entrer un peu plus dans les détails. Donc, l'auto-assistance, comme je vous disais, c'est des sources d'aide qui n'impliquent pas un contact ou une communication avec une autre personne. Donc là, des exemples, c'est des livres ou des sites Internet ou des programmes sur ordinateur, des applications, etc. Et en fait, il y a des études qui montrent que ce type d'aide peut être aussi efficace que les sources professionnelles. Donc, elles sont vraiment très intéressantes parce qu'au niveau sociétal, c'est bien moins coûteux. Et pour une personne, pour un individu, le seuil d'accès est bien plus bas d'aller consulter un site Internet ou de suivre une application plutôt que d'appeler un professionnel. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être très intéressantes. Au niveau des sources informelles, là, c'est tout ce qui touche au réseau social informel. Donc, il n'y a pas de lien professionnel entre la personne qui cherche de l'aide et la source d'aide, mais c'est des personnes de l'entourage. Donc, des exemples auxquels on peut penser, c'est les parents, la famille, les amis, les conjoints, voisins, collègues, etc. Donc, c'est vraiment tout ce qui a trait à mon cercle proche et qui n'implique pas de lien professionnel. Et finalement, les sources semi-formelles et formelles, dans les deux cas, ce sont des professionnels. La différence entre les deux, c'est que les sources semi-formelles, ce sont des professionnels dans des champs autres que la santé mentale. Donc, on peut penser par exemple aux généralistes, aux enseignants, éducateurs, etc. Par contre, les sources formelles sont des spécialistes en santé mentale. Donc, ce sont des psychologues, des psychiatres, etc. Donc, ils sont véritablement formés en santé mentale. Et donc, si on retrouve notre pyramide de tout à l'heure pour voir l'efficacité de ces différentes sources, donc on voit que les sources informelles, elles se situent au niveau 4 de la pyramide. Et la raison pour laquelle elles se situent aussi bas, on pourrait dire, sur la pyramide, c'est qu'en fait, ça dépend vraiment de l'aide qui est apportée. Et toutes les personnes ne sont pas nécessairement suffisamment bien armées ou outillées pour fournir le type d'aide qui est nécessaire ou qui est demandé par la personne qui demande de l'aide. C'est toujours une question de match ou de fit et c'est pas toujours évident en fait de fournir l'aide qui est appropriée. On n'a pas toujours les outils, d'où l'intérêt de former les gens au premier secours en santé mentale et à fournir du soutien à autrui, dont on parlera dans le chapitre suivant. Les sources formelles, les semi-formelles, ainsi que l'auto-assistance, elles se trouvent au deuxième étage de la pyramide, donc assez haut sur la pyramide, et on connaît bien l'efficacité. Donc c'est une aide qui fait véritablement du bien à la santé mentale des personnes qui en bénéficient.
Et puis, dans une de nos études, on a demandé aux personnes spontanément, quand vous avez besoin, quand vous avez un problème émotionnel ou personnel, vers qui est-ce que vous vous tournez? Et on voit que là, la très grande, vaste majorité des personnes se tournent tout d'abord vers des sources informelles. C'est peut-être pas très surprenant parce que, comme je vous disais, le seuil d'accès, il est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple pour moi de parler à ma meilleure amie plutôt que de faire appel à un psy ou un psy. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que l'auto-assistance, on trouve vraiment des taux très bas, alors que comme je vous le disais, il y a vraiment une efficacité qui est démontrée et qui peut être aussi efficace que les sources formelles et semi-formelles. Et là, pour le coup, la question du seuil d'accès, elle est beaucoup plus, il y a moins un obstacle. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui mériterait d'être promu. Je pense qu'il y a peut-être encore un stigma là autour. Et puis, c'est vrai qu'il faut aussi savoir faire le tri entre ce qui existe. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Mais ça, c'est quelque chose qui mériterait tout à fait d'être mieux promu auprès des populations pour qu'elles sachent où trouver de l'aide quand elles en ont besoin. Et ça conclut la partie sur la recherche d'aide. Eh ben, pendant que les spectateurs du webinaire peuvent poser leurs questions, mais je vais compléter ta réponse sur l'auto-assistance, le self-help. Effectivement, c'est assez surprenant qu'il y ait si peu de monde qui se tourne vers cette ressource. C'est quelque chose qui est recommandé. Nous, en tant que médecins, on a des guidelines et effectivement, on nous dit de conseiller aux patients de se plonger dans certains ouvrages d'auto-soins, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'il faut un certain niveau de littératie en santé, il faut un certain niveau de compréhension. Et peut-être que, comme tu le soulignes, en France ou dans d'autres pays, on n'insiste pas dès le plus jeune âge à apprendre aux gens à se saisir de ce genre d'outils pour prendre soin de leur santé, que ce soit de leur santé physique ou de leur santé mentale. Donc c'est peut-être un élément de réponse, effectivement. Et il faudrait davantage développer cette littératie. Voilà pour ma petite contribution. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions sur cette partie-là. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne peut-être sur le soutien social. Ah, je vois qu'il y a une question qui... Le numérique peut-il être promoteur de santé? Oui, alors pour moi, la réponse est claire. Ouais, je pense qu'on peut tout à fait se servir des nouveaux outils et que ça peut vraiment être porteur, être très, très favorable à la santé. Je pense qu'il y a vraiment des choses à explorer et qui peuvent être vraiment d'une part efficaces et puis rentables vraiment aussi. Je pense qu'au niveau sociétal, on aurait aussi à y gagner parce que ça demande beaucoup moins de ressources en fait. Je pense qu'il y a vraiment, il y a tellement de personnes, on sait qu'il y a toujours un décalage, il y a toujours tellement de personnes qui ont besoin, il n'y a pas assez de professionnels pour répondre à la demande. Je pense que c'est vraiment une solution en fait à ce problème-là. Ah. Il y a une question d'Arthur à propos de l'association. Je ne sais pas si tu l'as vu, Andrea. Est-ce que l'application Minds a été créée par votre association? Alors, non, nous, on n'a pas créé d'application encore. Je sais que le nom Minds est utilisé dans beaucoup de pays. Voilà, je sais qu'en Angleterre, il y a la fondation Mind aussi. Donc, c'est possible qu'eux aient lancé une application. Je ne sais pas. Mais non, je peux malheureusement pas prendre crédit pour ça. Alors, on a eu plein d'autres questions qui sont arrivées. Lucie demande concrètement par quoi se matérialise l'auto-assistance. Je ne sais pas si tu as des exemples à nous donner, Andrea. Ouais, alors, il y a énormément de livres de self-help qui entrent exactement dans cette catégorie-là. Sinon, il y a des applications qui suivent vraiment une méthodologie TCC, donc de thérapie cognitivo-comportementale, où on peut vraiment suivre en fait comme si on faisait une psychothérapie avec un professionnel, mais simplement, on nous donne les outils et au fur et à mesure pour faire ça soi-même. Il y a des livres qui permettent de faire ça, et des applications et des sites Internet, ce genre de ressources. Clémence nous donne un petit tips à propos de la littératie en santé. Elle nous recommande les travaux d'Aurore Marja ou Marga, j'écorche peut-être son nom, sur les relations entre ETP et littératie en santé. Merci Clémence. Merci. Regardez. Une dernière question d'Arnaud. Un retour sur ChatGPT en termes d'assistance. Alors, ChatGPT, c'est vrai que je ne suis pas allée très très loin dans le test, mais j'ai testé un petit peu et c'est vrai que j'étais assez impressionnée.
en tout cas, à premier abord, j'ai trouvé qu'il était, en tout cas, c'était un ami qui faisait bien son travail, qui est très bienveillant, qui sait aussi orienter vers des ressources existantes. Et j'avoue que moi, en tout cas, à titre personnel, j'étais assez séduite, en tout cas comme ça, en premier abord. Après, je ne sais pas, toi, si tu as d'autres Ah bah, expériences. alors, le ChatGPT se basait sur GPT-3 et GPT-4 vient d'arriver, donc ça va être encore plus impressionnant, Andrea. Et il y a plusieurs startups qui utilisent cette technologie-là pour fournir des soins en santé mentale, notamment aux États-Unis, que ce soit pour leurs employés ou même qui fournissent des soins de santé mentale à la population en se basant sur GPT. Et en fait, il a été montré que ça marche pour des gens qui ne souffrent pas énormément, hein, pour des troubles légers à modérés, mais quand on arrive sur de la maladie psychiatrique sévère ou des troubles un peu trop importants ou trop handicapants, ChatGPT ne suffit pas. Mais comme tu dis, c'est largement suffisant pour t'apporter des ressources, t'orienter vers le bon interlocuteur, et surtout, c'est quelque chose d'assez récent, donc on peut imaginer les progrès qui vont pouvoir apparaître dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, on a eu encore 2 autres questions. De nombreux utilisateurs et utilisatrices de Jardin Mental recommandent cette appli comme outil d'auto-assistance, notamment l'intégration des colonnes de Beck. Je ne sais pas si tu connais cette application, Andrea. Non, je ne connais pas. Alors, moi, je connais un peu, mais je ne l'ai pas testé suffisamment et je ne savais pas qu'il y avait les colonnes de Beck dedans. Je ne pourrais pas donner mon avis non plus. Si Clémence, tu veux donner davantage d'éléments, je t'en prie. Ah ouais, merci Arnaud pour le lien vers Jardin Mental. Et Caroline nous demande si on a des sites références sur les méthodes et les guides en TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale, à suivre pour soi-même. Je ne sais pas si Andrea, tu as des ressources. Bon, moi, si en anglais, j'ai pas mal de ressources. Après, en français, je pense que Thomas est probablement mieux équipé que moi pour répondre à cette question. En Euh, anglais, il y a la série Overcoming qui sont vraiment super. C'est vraiment de la TCC. Si vous parlez anglais, je recommande vraiment. C'est des livres avec plein d'exercices. On peut écrire dedans, on peut lire des choses. Et c'est vraiment très, très, très bien fait. Il y a plein de sujets différents. Donc, un peu en fonction de ces problématiques, on peut choisir différentes séries, en fait. Très, très bien. Merci pour ta réponse. Moi, j'avais rien préparé. Du coup, j'ai pas ça en tête, mais pour le replay, on pourra vous mettre des ressources disponibles. On creusera un peu ça. Ouais, très, très bien. Merci en tout cas pour toutes vos questions et suggestions hyper intéressantes. Et si ça te va, André, on peut passer à la 3e et dernière partie. Très volontiers. Donc, je vais vous parler du soutien social à autrui, donc le fait de fournir du soutien à d'autres personnes et le fait que ça a des bienfaits aussi pour le donneur, non seulement pour le receveur, mais aussi pour celui qui donne le soutien. Donc là, de nouveau, il y a 4 sous-types. Je vous promets qu'on ne fait pas exprès de toujours chercher à mettre en 4, c'est comme ça. Et donc là, dans les types de soutien qui existent, il y a le soutien émotionnel, le soutien informationnel, instrumental et d'intégration sociale. Donc, le soutien émotionnel, tout d'abord, c'est un soutien qui cible véritablement la réaction émotionnelle que la personne peut avoir face au problème auquel elle fait face. Donc, c'est des comportements qui visent à faciliter la capacité à réagir et à s'adapter à la difficulté rencontrée. Et c'est des comportements qui permettent également de valoriser la personne. Donc, des exemples, ce serait par exemple d'écouter et de réconforter la personne, d'encourager la personne, de lui dire qu'elle va y arriver, que c'est OK, qu'elle va dépasser ça. Et également de l'assurer que la personne elle a de la valeur, qu'on l'estime et qu'on tient à elle. Indépendamment de ce qui se passe, indépendamment du problème qu'elle rencontre, sa valeur n'a pas changé. En fait. C'est toujours la même personne qui a la même valeur, indépendamment de ce qu'elle traverse. Donc, c'est un soutien qui se focalise véritablement sur la réaction émotionnelle. C'est sur ça surtout qu'il faut retenir. Et c'est très différent du soutien informationnel qui, lui, cible le problème. Donc, il cible véritablement l'interprétation et la résolution du problème. Le but ici, c'est d'aider la personne à comprendre le problème et à faire face à ce problème-là. Et donc, dans les exemples, c'est le fait de donner des conseils ou le fait de donner des ressources ou des stratégies pour aider à gérer le problème, ou ça fait d'élaborer des stratégies ensemble pour faire face au problème. Donc, ça cible véritablement le problème et sa résolution.
à l'opposé du type de soutien précédent émotionnel qui, lui, visait véritablement la réponse émotionnelle et la régulation émotionnelle. On a ensuite le soutien instrumental, et là, il s'agit d'une aide véritablement pratique ou concrète pour la résolution d'un problème. Donc là, on se trouve vraiment dans quelque chose de pratique et de concret. Donc, ça peut être de fournir des ressources matérielles, par exemple, de prêter un bus à quelqu'un qui a besoin de déménager ou bien de l'aider à aller faire ses cartons, de lui prêter de l'argent, de lui rendre des services ou de lui prêter ou de lui donner des biens dont il pourrait avoir besoin pour résoudre son problème. Donc là, on est vraiment dans le concret. On n'est plus dans la discussion, on n'est plus dans l'émotion, on est dans le concret. Et finalement, le dernier type, c'est le soutien d'intégration sociale. Et là, c'est des comportements qui visent à renforcer les liens sociaux de la personne et à accompagner la personne dans sa résolution d'un problème. Donc, ça peut être de passer du temps avec une personne, ça peut être de lui proposer des activités de loisirs ou des activités récréatives qui vont lui permettre soit de la distraire ou simplement d'être accompagnée, de ne pas être seule dans les moments difficiles. Donc voilà pour les 4 types de soutien. Et je reviens toujours avec ma pyramide et on voit que le soutien social à autrui, là, il se trouve vraiment sur le haut de la pyramide. On est au niveau 3, ce qui est un peu plus concret, don monétaire, soutien à la résolution de problèmes. Le bénévolat, qui peut également être de façon très concrète, hein, ça peut être tout type de bénévolat, en fait. Et finalement, le soutien social à autrui, plus dans son ensemble, où là, il y a tellement de preuves que c'est vraiment tout en haut de la pyramide. Et il n'y a pas encore énormément d'études en fait, qui ont été faites dans le soutien social à autrui. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exemples pour lesquels on ne sait pas encore trop où ils se situent dans la pyramide, mais on sait que dans l'ensemble, le fait de fournir du soutien social à autrui, ça fait du bien. Et ça se trouve plutôt sur le haut. Et de nouveau, je vais vous parler un petit peu des résultats, de nos résultats genevois. Ça, c'est issu de notre 2e étude, où pareil, on a demandé aux personnes dans quelle mesure ils avaient adopté des comportements de soutien social à autrui au cours des 30 derniers jours. Et on a mesuré leur niveau de santé mentale positive. Et on trouve de nouveau des liens positifs, tels que les personnes qui ont le plus soutenu autrui sont en meilleure santé mentale. Et on voit que la force du lien, donc c'est la pente en fait, elles sont très pentues. Et ça signifie que le lien, il est vraiment très fort. Donc les bénéfices du fait de fournir du soutien social à autrui sur la santé mentale, ils sont très importants. Et notamment, la pente, elle est encore plus forte, encore plus pentue pour le soutien de type émotionnel. Donc ça signifie que c'est là qu'on a le plus de bénéfices. Donc, si on fournit du soutien émotionnel aux autres, c'est là que notre santé mentale, elle en bénéficie le plus. Même si on voit qu'en fait, les personnes qui fournissent tous les types de soutien, qui sont toutes à droite ici, eh ben, ils sont tous au même niveau de santé mentale positive. Donc ça se retrouve de nouveau, comme c'était le cas pour le self-care. Voilà, donc je ne sais pas si on fait aussi une petite pause pour parler du soutien social à autrui. Eh bien oui, volontiers. Je vous laisse poser vos questions dans le chat. Et encore une petite anecdote. Effectivement, nous aussi, c'est ce qu'on peut recommander aux patients parfois, c'est d'aller apporter du soutien à autrui pour se faire du bien. Ça permet aussi de s'échapper un peu de ses propres problèmes, de prendre de la hauteur sur certaines situations. Et pour rebondir encore une fois sur la prison, on a ce qu'on appelle, nous, des co-détenus de soutien à qui on fait appel pour les détenus qui vont très mal, qui sont en grande souffrance. Mais en fait, donc on les place ensemble dans la même cellule, mais on voit bien que la relation, elle est bénéfique pour les 2 personnes. Donc, je plus sois totalement ce que tu viens de dire, Andrea. Alors, on a Lucie qui nous pose une première question. Vous êtes-vous basé sur le modèle du soutien social, Social Esteem Model, pour réaliser ces recherches? Alors, on ne s'est pas basé sur ce modèle, mais c'est vrai qu'on a lu des choses sur ce modèle-là. Moi, c'est vrai que je suis psychologue sociale à la base, donc je me suis beaucoup basée sur des travaux en psychologie sociale qui sont plus basés sur les théories de l'identité sociale et du fait que le fait de faire partie d'un groupe, en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles on est motivé à s'identifier à des groupes et quelles sont les raisons pour lesquelles ça fait du bien à sa santé mentale. Mais le Social Esteem Model, il faudrait que je relise plus précisément pour voir les liens.
Alors, merci Andrea. Ensuite, on a deux questions. Je ne sais pas si elles se ressemblent un peu. Est-ce que l'on pourrait lier cela au sentiment d'utilité, d'importance pour le projet de chacun? Et M. Thomas qui demande juste après, est-ce que c'est un peu le principe de la paire aidance? Mhm. Alors, le sentiment d'utilité, très certainement, je pense que c'est très probablement un des mécanismes qui font que le soutien social à autrui fait du bien. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes, mais c'en est très certainement un. On sait que le fait d'avoir un sentiment de maîtrise, d'avoir un sentiment de contrôle sur la vie, ça fait vraiment du bien. Et je pense que le fait de remarquer qu'on est capable d'aider, d'avoir un impact positif sur quelqu'un d'autre, ça renforce très fortement ce sentiment-là. Donc ça, je pense que c'est effectivement une bonne hypothèse. Et pour la deuxième question, est-ce que c'est un peu le principe de la paire aidance? Oui, je pense que c'est à peu près ça. Après, la paire aidance, si je ne me trompe pas, c'est plus les pairs, donc les personnes qui souffrent également. Donc là, je dirais que ça va au-delà de ça, dans le sens où c'est vraiment tout le monde, c'est pas simplement les personnes qui souffrent des mêmes soucis, c'est vraiment tout le monde. On peut aider tout le monde indépendamment de ça. Et une dernière question. Partager son expérience personnelle en santé mentale a-t-il des effets positifs? Je ne sais pas si c'est le soutien social. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Alors, j'ai pas de connaissance d'études spécifiquement sur ça, sur le partage de son expérience personnelle en santé mentale. Théoriquement, comme ça, je devinerais que oui, mais j'ai pas d'études, j'ai pas de données pour affirmer ces faits. Est-ce que, je crois que c'est Arnaud qui a posé la question, toi, tu as des indices peut-être? Alors, moi, je n'ai pas d'indice personnellement, mais c'est vrai que s'il y avait une étude, ce serait intéressant d'avoir des résultats parce que c'est un phénomène qu'on a de plus en plus dans notre société. Comme je disais en introduction, le tabou se lève petit à petit. Donc, en tout cas, partager son expérience en termes de déstigmatisation, je pense que c'est utile. Est-ce que ça a des effets positifs sur sa propre santé mentale? D'après les témoignages, oui. Mais encore une fois, je réponds de manière très empirique d'un point de vue personnel. Il y a forcément beaucoup plus de nuances à apporter à cette réponse. Si Arnaud, tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Et je ne sais pas s'il y a une autre question pour après. Sinon, Andrea, je te laisserai poursuivre sur tes dernières diapos. Ouais, je vais juste conclure et puis s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à utiliser le chat. Donc en fait, ce qu'on a vraiment essayé de montrer à travers ce travail, c'est que ces comportements qui nous font du bien, ils existent. Il y en a vraiment énormément. Et du coup, chaque personne dispose vraiment d'un véritable pouvoir d'agir sur sa propre santé mentale et sur celle des personnes qui nous entourent. Et donc ça, c'est des comportements qui sont à la portée de tout un chacun et auxquels on peut vraiment faire appel, et ce, autant dans les moments les plus difficiles de la vie, voilà, quand ça ne va pas trop, ça peut nous permettre de nous remonter, mais aussi de façon continue, tout au long de la vie, de façon un peu chronique, comme ça, c'est un peu des habitudes à avoir pour maintenir justement des bons niveaux de santé mentale, ce qui nous permet ensuite d'être plus apte à faire face au stress de la vie. Tout ce que je vous ai présenté et bien plus encore est inclus dans notre dernière synthèse qu'on a sortie sur les comportements promoteurs d'une bonne santé mentale. Donc, le PDF, il est en téléchargement libre sur notre site internet. Je vous encourage tous, si ça vous intéresse, à en savoir plus. N'hésitez pas. Je vais laisser le QR code quelques petites secondes là pour que tout le monde puisse prendre la petite photo. Donc, c'est une synthèse qui se focalise sur les 3 grands comportements dont j'ai parlé, qui donne vraiment beaucoup d'exemples et qui parle également des déterminants de ces comportements-là, qui va donc un peu plus loin que ce que j'ai eu le temps d'aborder dans cette présentation. Et pour vous dire un petit peu, voilà, après 2 ans de recherche, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? On est en train de mettre en place un projet qu'on a appelé Agir pour ma santé mentale et dans lequel on va vraiment développer un dispositif digital qui permettra aux personnes d'augmenter leur littératie en santé mentale, parce que c'est vraiment ça, en fait, pour ensuite, au mieux, adopter ces comportements qui font du bien, pour ensuite, au final, réussir à mieux prendre soin de leur propre santé mentale. Donc, c'est un projet qui est vraiment sur des starting blocks. Là, on débute pour mettre en place ceci. On cherchera des volontaires pour tester la plateforme une fois qu'elle sera disponible, on l'espère, à l'automne. Donc, n'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre site internet.
Et voilà, je vous remercie à tous et à tous pour votre attention et on est encore disponible pour discuter s'il y a d'autres questions. Eh bien, merci Andrea. Et oui, il y a une question. Elodie demande, est-ce qu'on peut tous agir sur la santé mentale des autres, même si nous-mêmes, on ne se sent pas au top niveau santé mentale? Tout à fait, c'est ça qui est intéressant avec ces comportements-là, c'est que non seulement ils nous permettent de rester en bonne santé mentale quand on est en bonne santé mentale, mais ils nous permettent aussi d'aller mieux quand ça ne va pas. Ça fait vraiment diminuer la souffrance et ça permet vraiment d'augmenter le bien-être. Donc vraiment, il ne faut pas se priver et surtout, c'est vrai que quand ça ne va pas, c'est vraiment, ça peut être des bouées de secours en fait, d'arriver à aller faire un petit peu de sport, faire appel à nos amis pour dire écoute, j'ai besoin d'aller boire un verre. Voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent avoir des effets tout de suite. C'est vraiment immédiat. Ça peut faire du bien tout de suite, tout de suite. Et ça peut être une béquille qui nous permet ensuite voilà, d'aller mieux sur le long terme. Donc vraiment à encourager et également à partager autour de nous que tout le monde Ah, soit au courant. je complète un petit peu. Oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, Andrea. Et l'important, c'est aussi de connaître ses limites malgré tout, parce que parfois, apporter du soutien social ou venir en aide à d'autres personnes, ça peut être assez éprouvant. Donc, effectivement, même si c'est des comportements qu'on peut appliquer pour aider les autres, il faut aussi être très à l'écoute et reconnaître ses limites et ne pas hésiter à faire appel à de l'aide extérieure, à déléguer si jamais c'est trop compliqué. Et Arnaud a une dernière question. S'il y avait un comportement promoteur de santé mentale à retenir et à développer, selon toi, Andrea, ce serait lequel? Moi, je dirais, en bonne Suisse, je dirais ça dépend. Je pense que c'est véritablement une question. Chaque personne a des besoins différents et même si ces comportements ils sont tous efficaces, on n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et je pense que chacun peut identifier en fait qu'est-ce qui colle le mieux, qu'est-ce que je peux intégrer le plus facilement dans ma vie telle que je la mène. Et puis qui me fait plaisir aussi, parce qu'il ne faut pas se forcer à absolument aller courir si on déteste ça. Il y a d'autres façons en fait de se faire du bien. C'est bien ce que je trouve chouette avec tout cet éventail, c'est de proposer en fait des choses et que les personnes puissent ensuite choisir ce qui leur correspond le mieux. Je suis d'accord avec toi, Andrea. Je vais faire le suisse. Je vais dire que ça dépend. Et effectivement, et vous pouvez avoir 1000 idées à proposer à vos proches qui ne vont pas bien. La meilleure idée, ce sera celle qui viendra d'eux. Et donc, c'est exactement ce que tu dis. En fait, ce qu'il faut, c'est tester et trouver ce qui nous convient le mieux. Moi, à titre personnel, c'est tout ce qui est respiration et cohérence cardiaque, mais je le propose sans forcer aux patients parce que peut-être que ça ne leur conviendra absolument pas et qu'ils préféreront faire une prière ou de l'exercice physique, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je vais me permettre de remercier Andrea pour son intervention et tout le public pour vos questions très pertinentes. J'espère que vous avez pu apprendre un maximum de choses ce soir. On remettra tous les liens et le lien de ta présentation aussi, enfin, du document sur lequel tu t'appuies, Andrea, sera présent pour le replay. Le replay qui sera disponible sur le site des ambassadeurs santé mentale très prochainement. Et je me permets de faire un peu de pub aussi pour notre partenaire Positive Minders. Vous êtes peut-être au courant, mais à partir de dimanche et jusqu'au 26 mars ont lieu les 20e journées de la schizophrénie. Vous pourrez retrouver toutes les informations et le programme complet sur leur site internet positiveminders.com. J'aurai le plaisir de vous y retrouver pour une table ronde sur la santé mentale en milieu carcéral. Et encore une fois, merci à tous pour votre participation et nos échanges de ce soir. Personnellement, j'ai passé un très bon moment. Voilà. Bonne soirée à tous. Andrea, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Non, juste merci beaucoup. Merci à toi, Thomas, vous êtes un super animateur, et merci à tous et tous pour vos questions. C'est vraiment hyper intéressant. J'ai aussi passé un très chouette moment et j'espère que c'est le même pour vous. Merci beaucoup. Super. Eh ben, bonne soirée à tous et puis à bientôt. Bonne soirée.